Moi, je suis responsable de l'antenne de l'Agence française pour la biodiversité qui est basée en Polynésie. Alors, comment on passe comme ça? On a parlé d'élèves engagés, d'élèves respectueux par rapport à l'environnement. Et moi, je vais aller plus loin. Je vais essayer de vous convaincre d'élèves futurs gestionnaires de nos ressources naturelles. Donc, c'est un peu le but et le fil conducteur de ma présentation. Donc, moi, je vais vous présenter très rapidement l'agence parce que c'est une agence française et c'est intéressant de savoir ce qu'elle propose et comment elle fonctionne et comment elle intervient en Polynésie. Et puis, je vais vous proposer trois grands chapitres dans cette présentation. Je vais vous parler des ressources naturelles, de leur exploitation en Polynésie, de la gestion et des dispositifs de gestion qu'on a, et enfin de la gouvernance. Donc ça va un peu vous donner une idée, et en faisant un lien avec les projets qui existent ici, ça ne sera absolument pas exhaustif, c'est impossible, mais au moins un titre d'exemple. Alors, l'Agence française pour la biodiversité est une agence qui regroupe 4 agences, une agence d'État, donc un établissement public, qui regroupe 4 agences depuis le 1er janvier 2017, donc l'ONEMA, qui était une agence de l'eau, qui gère l'eau et qui est une agence de recettes. L'atelier technique des espaces naturels, qui était un organisme de formation pour les gestionnaires des espaces naturels. Les parcs nationaux de France et l'agence française, à l'époque, des aires marines protégées. Donc, quand on s'est installé en Polynésie dans les années 2007-2008, c'était sous l'agence française pour l'agence des aires marines protégées. On a une mission sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire. Et je reviendrai justement sur cette transition écologique tout à l'heure. Nous, l'antenne, ici, on existe depuis 2007, on a fait une mission d'étude. On a été créé, en fait, en 2006, l'Agence des aires marines protégées. 2016, l'Agence française pour la biodiversité, c'est la loi de la reconquête pour la biodiversité qui a créé cette agence et qui a permis certaines modifications du Code de l'environnement en France. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que la compétence environnement appartient au pays en Polynésie et donc est transférée en Polynésie. Et donc, ce n'est pas le Code de l'environnement français qui s'applique ici. Donc, notre rôle à nous, cette antenne État public français, c'est un appui aux politiques publiques du pays en matière de biodiversité. Je vais vous démontrer un petit peu que la biodiversité, ce n'est pas seulement cette vision collective qu'on a spontanément de dire la protection, c'est aussi la valorisation. D'ailleurs, on s'appelle Agence française pour la biodiversité et non pas de, ce qui signifie qu'on n'est pas un institut d'études, de recherche sur la biodiversité, mais bien pour la valorisation de la biodiversité et donc le développement durable. C'est la conséquence. Donc, on fonctionne sous une convention cadre avec le pays et des programmes de travail. J'accélère par moments certaines diapos pour arriver à l'essentiel et puis gérer bien le temps. On a travaillé, quand on est arrivé en Polynésie, sur l'analyse écorégionale de la Polynésie française. À la fin du premier chapitre, je vous montrerai un peu les enjeux par rapport aux ressources naturelles en Polynésie française qu'on a. On a travaillé sur plusieurs dossiers, dont principalement les marquises. Je passe. Notre manière de travailler, c'est de l'ingénierie, de l'appui technique, appui financier, puisqu'on a lancé un appel à projet pour la biodiversité outre-mer au mois d'avril, et du conseil. Donc on a actuellement cette liste de dossiers en cours, toujours en lien avec un service du pays qui travaille sur un sujet qui appartient à ses stratégies ou ses politiques. Alors, j'avais envie de vous remettre cette phrase qui est connue, d'ailleurs, qui n'est peut-être pas de Saint-Exupéry. Et puis, on pourrait remplacer terre par mer. Et je trouve qu'à partir de là, cette sensibilisation en tant que citoyen et ce qu'on veut transmettre à nos enfants et vos élèves, c'est un peu le bon début pour parler du développement durable, de la transition écologique et puis de ce changement comportemental dans notre société vers lequel on tend. Je ne savais pas que Louis allait parler des biens communs et j'avais déjà pensé à aborder le sujet. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de faire des définitions sur la biodiversité, etc.
vous savez tous que c'est la variabilité des espèces, de la génétique et des écosystèmes. Quelques petits chiffres quand même sur la biodiversité connue et celle inconnue, hein, par exemple du nombre d'espèces sur Terre. Et puis la deuxième ligne d'espèces marines. C'est quand même intéressant quand on se demande à quoi ça sert, déjà, par principe de précaution, à maintenir et à offrir à nos enfants ce que déjà nous, on ne sait pas et on ne connaîtra pas dans la durée de notre vie, et qu'eux pourront découvrir. Pourquoi faire toutes ces ressources naturelles? Nourrir la planète, hein, principalement, la soigner l'humanité, et puis permettre aussi de faire fonctionner les grands cycles. Hein. Vous êtes enseignant, donc vous savez, vous enseignez tout ça. Les grands cycles des éléments sur la Terre. On parle aussi, c'est très important, des services rendus par les écosystèmes. On le verra un petit peu tout à l'heure en abordant quelques écosystèmes. Vous connaissez hein, cette notion qui dit que les systèmes rendent des services à l'homme. Ne serait-ce qu'une barrière de corail qui empêche une vague de tsunami, ou le prix que pourrait être évalué d'un récif corallien quant à sa valeur marchande hein, pour le tourisme et toute l'alimentation qu'elle produit pour les populations riveraines et les pêcheurs. Alors, la grande question, c'est bien l'érosion de la biodiversité. Et donc, on est bien en reconquête. Hein, c'est le nom de la loi 2016 en France. Et c'est le sujet d'un certain nombre de conventions multilatérales. Je les citerai tout à l'heure, dont la Convention pour la biodiversité, hein, cette convention multilatérale qui est signée par plus de 100 pays, 100 nations aujourd'hui, qui a des objectifs à atteindre, et je vous en parlerai tout à l'heure. Pour aller du global au local, cette fameuse loi 2016 dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis en Polynésie, un code de l'environnement avec une stratégie pour la biodiversité qui est en cours de révision. Donc une actualité en continu, hein, du global au local jusqu'ici. Je voulais, alors le développement durable, on ne va pas faire la définition maintenant, mais enchaîner hein, sur la transition écologique, hein, c'est le nom du ministère de l'Environnement en France aujourd'hui, donc ça marque bien cette volonté d'aller jusqu'à l'action citoyenne et d'offrir tout ce panel d'alternatives pour un changement comportemental dans nos sociétés. Et changement de mode de vie, un peu tout ce qu'on a un peu parlé en filigrane, mais qui est important de rappeler. Alors, aucune prétention en éducation, c'est pas mon domaine, vous êtes mieux calés que moi. Sur l'éducation à l'environnement, pourquoi faire ? Et je trouve que ça, déjà en 2004, quand on en parlait, ça rejoint cette grande notion de transition écologique, parce qu'il s'agit d'agir de manière responsable, c'est bien de ça qu'on parle. Et moi, alors les pôles, etc., vous connaissez tout ça. Moi, j'attache une importance à l'idée d'éduquer, qui n'est pas de faire culpabiliser. Et dans le projet, par exemple, d'Air Marine Éducative, on l'a ressenti plusieurs fois. C'est important que lorsqu'on rend responsable des enfants qui sont finalement naïfs, c'est de ne pas les instrumentaliser dans des notions auxquelles nous, spontanément, on va adhérer, comme ne pas construire un quai dans la baie où il y a l'Air Marine Éducative. Les enfants, ils ne vont pas comprendre tous les enjeux, et ce n'est pas l'école labellisée AME qui va aller dicter au maire une conduite hein, ou un choix économique. Donc, pour moi, c'est important. Hein, éduquer, c'est... vous savez mieux que moi, mais je trouve que c'est vraiment à la frontière de la culpabilité. Et bon, on est dans une société judéo-chrétienne, on n'a pas le choix, mais en étant conscient, c'est bien aussi. Alors, je vais vous parler des ressources naturelles dans les îles océaniennes, parce qu'on est une île à l'identique des autres îles du Pacifique, des 21 pays et territoires du Pacifique. Je vais vous parler de la manière dont on obtient hein, les connaissances, hein, parce que préserver et gérer, c'est d'abord connaître, hein, c'est indispensable.
Alors, vite fait, hein, le Pacifique avec quelques chiffres, hein, 180 millions de kilomètres carrés, c'est l'océan Pacifique et c'est la moitié de la surface de la Terre. La France, c'est 10 millions de kilomètres carrés et la Polynésie, c'est 4,7. Donc, je vous parle de ZEE, hein, zone économique exclusive. Ça veut dire que la surface des mers polynésiennes représente la moitié de celle française. Sachez déjà que la ZEE française, ce juridiction française, donc les façades maritimes et puis tous les DOM et les TOM, place la France au 2e rang mondial après les USA pour leur surface maritime. Donc la responsabilité est d'autant importante, hein, d'autant plus importante si on sait qu'une grande partie de la biodiversité marine se trouve dans l'outre-mer, hein, entre les deux tropiques. Ça fait une grande responsabilité pour la France. Alors l'Agence française pour la biodiversité, c'est 1500 personnes. Et si on dit que 98% de la biodiversité est en outre-mer, moi je dis à mon directeur que je voudrais bien avoir 90% de l'effectif de l'agence à l'antenne de Polynésie pour s'occuper de la biodiversité ici. Il n'est pas d'accord. Alors la Polynésie, une surface, hein, en mer, avec une toute petite surface terre, hein, c'est quand même ici qu'on habite, hein, et on sera nombreux à Moorea et Tahiti dans quelques années. Vous connaissez ces chiffres, ces surfaces. Je ne vais pas vous connaissez sûrement les processus d'apparition des îles volcaniques, hein, avec la dorsale, les points chauds, etc. Une île volcanique qui est apparue à Tonga il n'y a pas si longtemps. Ce que je cherche à vous dire, c'est que ces îles volcaniques permettent l'apparition des coraux, hein, et donc des récifs coralliens. Et on appartient à cette aire géographique qu'on a en commun avec la zone qu'on appelle Indo-Pacifique. On dit que 10% des récifs de la planète sont dans les eaux françaises. Et donc que la France est en effet le 4e pays qui possède le plus de surface de récifs coralliens dans le monde. Intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est une ressource, hein, halieutique, hein, avant tout. Et puis beaucoup de services rendus, beaucoup d'intérêts. Je passe, je ne les liste pas, hein, on connaît un peu tout ça. Il existe d'autres écosystèmes que les écosystèmes coralliens, d'autres habitats, hein, le littoral, la mangrove, les algues, hein, sur les récifs, le lagon, les herbiers aphanérogames et puis l'auturier. Donc autant d'écosystèmes différents mais connectés et autant d'espaces où la ressource est différente. Alors avant de parler un petit peu des usages et des modalités de gestion, faut d'abord acquérir de la connaissance. Alors ici, en Polynésie, il y a eu des projets et il y a des organismes. Sachez que ça existe. En liste, ce sont les projets et en logo, les organismes. Au jour d'aujourd'hui, et puis il y en a d'autres, ce n'est pas exhaustif, des manières de faire des inventaires et des manières de gérer et nourrir des observatoires. C'est important, c'est continu et ça ne s'arrêtera jamais. On a toujours besoin de savoir où en est la richesse, l'abondance, la rareté, l'endémisme, la présence des ressources naturelles et leur bon état, et leur état en tous les cas. Donc, y compris pour la pêche, hein, puisqu'on a des observateurs de pêche embarqués sur les navires de pêche, comme dans beaucoup de nations, et ici aussi en Polynésie. Alors, une série de programmes. Ici, c'est pas fait, c'est beaucoup fait dans les pays du Pacifique, Biorap. REMOA était un programme de survol aérien pour compter la mégafaune par forme de transect, où on comptait les mammifères, les groupes de tonidés et aussi les déchets au passage, puisqu'il y en a, les oiseaux. Pakai Te Moana était un projet océanographique rassemblant de nombreux instituts de recherche pour les marquises,
à l'époque dans le but de créer la grande aire marine protégée, Tetenuahao, qui a été un sujet suspendu, je vous parlerai de ça tout à l'heure. On fait aussi des diagnostics de territoire, on appelait ça analyse éco-régionale, on fait ça à l'agence. Palima, j'ai une diapo après, et la pêche embarquée. Donc acquérir des connaissances, c'est indispensable et ça existera toujours. Palima, c'est un petit clin d'œil, j'ai gardé cette diapo parce que c'était un programme de recueil des savoirs traditionnels liés à la mer des Marquisiens et qui a permis de croiser et de rassembler les données des scientifiques du monde des sciences humaines et aussi des savoirs portés par les gens, les usagers, ce qu'on appelle les porteurs de savoir. Et ces connaissances ont été inscrites, consignées sur des cartes pour leur toponymie, mais derrière la toponymie, il y a des métadonnées sur tous les usages. Ces cartes existent maintenant pour les 6 îles habitées des Marquises et sont un recueil assez exemplaire que je n'ai pas vu ailleurs sur la planète dans un but d'approche participative pour la création et la gestion d'une aire marine protégée, en tous les cas pour la gestion d'un espace commun. Voilà. Alors, puisqu'on parlait des usages traditionnels, je voulais aussi vous rappeler qu'il existe des conventions internationales, des lois, des textes qui régissent l'usage qu'on fait du recueil des savoirs. Et c'est le protocole de Nagoya qui est adossé à la Convention de la biodiversité, qui explique que d'abord l'homme est garant de la préservation de la biodiversité. Ça, c'était au début de la Convention de la biodiversité dans les années 92, la première réunion à Rio. Et ça s'est décliné pratiquement dans toutes les grandes nations, dans tous les codes de l'environnement des grandes nations. Et on l'a aussi en Polynésie française avec quatre volets. L'accès à la ressource qui est soumis à autorisation, la demande d'utilisation durable, l'exportation interdite, les avantages de la valorisation. Donc on est totalement ajusté ici. Alors ces ressources, on a parlé d'îles, d'atolls et de motus forcément, d'écosystèmes plus ou moins différents, de grandes ressources. On a déjà eu un peu tout ça dans d'autres diaporamas, les ressources minérales aussi. Voici une liste en fait d'usages. Ce que j'ai envie de dire à travers cette diapo, c'est que l'usage des ressources naturelles, ça concerne plusieurs secteurs. Donc du moment qu'on commence à s'intéresser à une gestion de biens communs, on va mettre autour de la table différents acteurs et d'abord différents secteurs, transport, énergie, tourisme, environnement, éducation, que ce soit des secteurs productifs ou des secteurs de services. Et au-delà du secteur, on va mettre différents acteurs, forcément, de l'institutionnel au privé, professionnel, en passant par la société civile et tous les techniciens experts. Donc, c'est ce que je voulais illustrer dans cette diapo. Et aussi vous rappeler, on a parlé tout à l'heure des services rendus par les écosystèmes et par les ressources. Vous rappelez qu'en face de ces ressources, il y a différents systèmes. Je rentre pas. En plus, il y a plusieurs écoles. Les économistes de l'environnement ont plusieurs manières de décrire ces services. Je ne suis pas spécialiste. J'ai pris une façon de le faire. Si vous lisez quelques mots-clés comme ça, attrapés à la volée, vous voyez, c'est assez naturel, mais on n'y pense pas. Et en plus, ça se chiffre. Alors, ça ne sert pas en soi à dire qu'une ressource vaut tant. En fait, les études économiques sur les services écosystémiques, ça sert surtout à conseiller des décisions. Donc, c'est vraiment de l'aide à la décision institutionnelle, politique, presque de l'orientation, du conseil politique. Enfin, c'est mon opinion. Alors, ce serait trop facile, les ressources naturelles, le bien commun, elles sont là, elles sont étudiées, et oui, elles sont menacées, on le sait. J'ai du mal à faire une distinction entre des menaces naturelles et anthropiques, parce que tout est lié. On peut très bien avoir des catastrophes naturelles, mais qui sont finalement induites par...
en amont des mauvais usages ou des mauvais comportements de l'homme. Donc, vous avez déjà sûrement lu tout ça quelque part. C'est connu, il n'y a pas de scoop dans cette liste. Ce qui est intéressant, c'est que on va s'intéresser à la vulnérabilité de ces ressources dès lors que la menace est supérieure à la résilience. Louis parlait, en fait, il a conclu sur la résilience, la capacité d'adaptation. Alors, quand on parle de résilience, il y a plusieurs niveaux. C'est la résilience de l'homme, l'individu qui a une nouvelle idée, qui s'adapte. La résilience d'un écosystème aussi, la manière dont un récif corallien va être plus abondant en algues parce que ça lui permet de résister à une certaine pollution dans un endroit donné. C'est une résilience d'un écosystème. Donc, lorsque la menace est supérieure à la résilience, on est dans une zone rouge, dangereuse, de vulnérabilité. Et c'est là où toute la gestion, la finesse de la gestion va être importante. Tout à l'heure, je vous parlais des études et des organismes qui permettent d'acquérir de la connaissance sur les ressources et les écosystèmes. Là, il y a aussi des moyens d'acquérir des connaissances sur les usages, le patrimoine existant, patrimoine naturel, patrimoine culturel, les usages, les pressions et les menaces. C'est ce qu'on appelle les diagnostics de territoire, l'analyse éco-régionale. Il y a toute une méthodologie qu'on a reprise et, pour le milieu marin à l'Agence des aires marines protégées depuis 10 ans et qui fournit à la fin des recommandations pour une bonne gestion de ces espaces et de ces ressources et qui va jusqu'à des recommandations pour la création d'aires marines protégées. Donc, en 2007, l'agence, sur demande du gouvernement, a proposé cette analyse éco-régionale de la Polynésie française. Et voici un rappel des enjeux, il y a presque 10 ans finalement maintenant, des enjeux qui avaient été identifiés pour l'ensemble de la Polynésie française, liés à la mer. Donc, des enjeux de conflit d'usage, de développement durable, de renforcement de connaissances. Un enjeu, c'est finalement ce qui va nous driver, c'est un driver pour identifier les orientations qu'on va donner à la gestion des espaces. Alors, à l'époque, en 2007, on ne savait pas encore, même si ça avait été dit un petit peu par quelques techniciens de l'environnement ou ministres au passage, on ne savait pas que le 3 avril 2018, il y aurait la création de l'aire marine gérée. Vous n'êtes pas forcément dans le milieu, donc vous n'avez peut-être pas suivi, mais c'est un grand moment en Polynésie. Il y a un mois maintenant, presque 2, l'aire marine gérée a été créée et recouvre la totalité de la ZE polynésienne. Je reviendrai là-dessus. Oui, c'est important. Alors, avant de revenir là-dessus et de vous titiller sur ce que cet AMG induirait en réflexion et en rayonnement, ça me paraît important de vous parler du dispositif de gestion qui existe en Polynésie pour gérer nos espaces. Tout est question de gestion. Pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que lorsqu'on pense spontanément, on adhère à l'idée de protection des espaces naturels et des écosystèmes, des ressources. En fait, la protection n'est qu'une des composantes de la gestion qui est vraiment multifacette. On peut faire beaucoup de choses en gestion, y compris de l'éducation à l'environnement. Lorsque vous éduquez les élèves, que vous leur transmettez un savoir, vous êtes déjà dans la gestion de ces ressources naturelles. Donc vous êtes acteur de la gestion et vous rendez ces élèves acteurs aussi. Alors ça va de la concertation à la planification, en passant par des actions très concrètes comme l'éradication d'espèces exotiques envahissantes, de l'aménagement, tout ce qui est sensibilisation, éducation, information, et puis de la surveillance et la connaissance toujours. Avec le maintien d'activités économiques dès lors qu'elles sont respectueuses des ressources naturelles et qu'elles permettent leur régénération,
c'est toujours une question de capacité de régénération de la ressource. Il ne s'agit pas de ne pas en prendre. Il s'agit de vérifier quand on en prend, on maintient un stock qui permet de se régénérer à hauteur de ce qu'on peut continuer de prendre. Alors, des modalités de gestion, il y en a plein. Il y a des grands courants de pensée dans différents pays. Il y a des points communs. On est vraiment en approche participative aujourd'hui avec la composante culturelle. Vous avez l'exemple de Palima aux Marquises. On parle de gestion intégrée pour plusieurs choses. Intégration de tous les acteurs de la gestion, intégration de tous les secteurs et intégration de tous les milieux de la terre à la mer. Maintenant, surtout en Océanie, en milieu insulaire, il est évident qu'on va gérer un espace qui soit surtout marin, forcément en tenant compte de la terre. De la terre à la mer, c'est obligé, les bassins versants, les ruissellements, l'agriculture, si elle n'est pas biologique, l'envasement du lagon, le ruissellement, les glissements de terrain, l'infrastructure, l'aménagement du territoire, tout ça entre en ligne de compte pour le bon état des écosystèmes marins en aval. Du coup, la gestion devient adaptative parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la terre ou la mer et à chaque fois qu'on fait une étude et qu'on vérifie où en est l'état de santé des écosystèmes, on adapte la gestion. Donc la gestion évolutive, adaptative est une évidence aujourd'hui. Il y a des plans de gestion et il y a des tableaux de bord avec des indicateurs à renseigner qui permettent de savoir si la gestion est efficiente. Voilà, on parle ensuite d'intégrité écologique, connectivité, zone fonctionnelle. Je n'ai pas le temps de parler un peu de tout ça, mais une zone fonctionnelle, c'est une zone, c'est un espace ou un écosystème dans lequel il va y avoir une activité biologique d'une espèce, par exemple à une reproduction d'un poisson dans la mangrove qui ensuite va aller croître dans le récif corallien. Donc on peut toujours préserver un récif et pas la mangrove et on va casser le cycle de vie d'une espèce. Donc la connectivité entre les écosystèmes est très importante. Alors il existe différentes manières de gérer. Pourquoi faire? C'est la question qu'on se pose. Il y a des finalités à la gestion. Je vais y revenir tout à l'heure avec des exemples. Il y a plusieurs moyens. Il y a les moyens réglementaires et non réglementaires. Pour simplifier, le réglementaire, c'est des classements. Je vais vous dire tout à l'heure les outils réglementaires. Et les non réglementaires, ça peut être des labels, une adhésion commune à une idée, à une charte, etc. Et puis, à côté de la réglementation ou de la non-réglementation, il y a des concepts. Impossible de vous décrire tout ça maintenant. Alors moi aussi, c'était 8 heures la présentation. Non, impossible. Mais bon, vous pourrez peut-être aller faire des recherches au besoin. Ce n'est pas indispensable non plus. Dans les outils existants en Polynésie, on a la zone de pêche réglementée, ZPR, qui est un outil à finalité de production halieutique. Pêche, zone de pêche réglementaire. C'est pour permettre la reproduction, la régénération ou le maintien d'une espèce consommée en mer. On a le PGEM, qui est un outil de planification, code de l'aménagement. On va avoir une vision globale sur un espace marin, multi-usage, multi-acteurs. Et on planifie avec des zones à vocation. On planifie l'espace maritime. Et on a le Code de l'environnement à finalité de préservation de la biodiversité qui offre 6 classements, facile à retrouver dans le Code de l'environnement, 6 catégories, de 1 à 6, donc de la plus stricte qu'on appelle no-take, c'est l'équivalent d'une réserve intégrale, où on ne va rien faire, principe de précaution, ou alors une espèce hyper menacée, en danger, vulnérable, rare, endémique, en voie de disparition. Donc ça, c'est la catégorie 1 où on ne touche pas. Et la catégorie 6, qui est, elle, la plus souple, multi-usage, où on va permettre de maintenir des activités économiques. C'est la catégorie qui a classé la ZEE en aire marine gérée il y a 2 mois. Voilà. La ZEE, ça commence aux 12 000 nautiques, de 12 000 à 200 000 nautiques. Donc de 0 à 12, il reste toute une frange autour de chaque
terres émergées. C'est bon? Alors, je ne peux pas rentrer en détail. J'aurais pu préciser après un exemple de chaque outil réglementaire, comme le PGEM qui est en cours de révision à Mooréa. Voilà les 6 catégories du Code de l'environnement avec leur distinction. Voilà la zone de pêche réglementée. Je ne m'attarde pas dessus. Et puis, il y a les outils non réglementaires. Alors, vous connaissez le RAWI, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Sachez, par exemple, que le fameux RAWI de Tupou, dont on parle, ce n'est pas un RAWI traditionnel où on se met d'accord ensemble pour faire quelque chose. Non, c'est un classement du Code de l'environnement en catégorie 6, multi-usage. Donc, attention à l'utilisation du mot RAWI aujourd'hui, ça part dans tous les sens. C'est juste, pour Tupou, c'est juste le nom générique. On aurait pu l'appeler la Belle Verte, et on l'a appelé le RAWI de Tupou. C'est une catégorie 6 du Code de l'environnement. Et dans les outils non réglementaires, il y a les aires marines éducatives. Ça vous concerne, c'est un projet mis en œuvre par la DG2E. Aujourd'hui, c'est un label qui est né à Tawata à la suite d'une campagne océanographique dont je vous parlais tout à l'heure, Pacaïté Moana, pour laquelle les scientifiques étaient contraints de faire une restitution aux villageois et dans les écoles. Un scientifique a expliqué qu'il étudiait les espèces des marquises pour savoir si on allait faire une aire marine protégée. Et un élève de l'école de Félix Barcinas, de sa classe, a dit « Moi aussi, j'ai des espèces dans ma baie, et moi aussi, je voudrais m'en occuper et les protéger. » Et en fait, il y avait donc les chercheurs, donc les scientifiques qui avaient la connaissance. Il y avait Félix qui était instituteur, directeur d'école, institutionnel, puisque président de la CODIM. Il y avait Motuaka, la fédération culturelle, donc des associations de l'environnement et pour la culture. Donc il y avait toute cette composante culturelle. Et il y avait ma prédécesseure, Sophie Dorothée Duron, technicienne de la gestion des espaces naturels. Tout ce monde-là ensemble s'est dit, mais si on faisait pour de faux en classe ce qu'on fait pour de vrai lorsqu'on crée et lorsqu'on gère une aire marine protégée. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée du concept d'aire marine éducative, qui en fait est une sorte de label avec un cahier des charges épuré de tout ce qui se passe en vrai. Donc, je ne vous rappelle pas à quoi ça fait référence dans les domaines pédagogiques, de l'engagement du citoyen, du chantier d'écriture. Enfin, il y a des directrices ici d'aire marine éducative, donc elles diront mieux que moi. Et puis, je travaille en collaboration avec Roland à la DG2E, donc c'est sa partie. Mais c'est évident que c'est un support pédagogique et qu'en aucun cas, il est question de protéger. Donc l'aire marine éducative n'est pas un outil de protection. En plus, il n'est pas réglementaire. C'est une initiative d'un enseignant, d'une école, d'un groupe d'écoles, pour permettre aux élèves de prendre conscience de la gestion des espaces naturels, marins et des ressources. Et avant tout, c'est un support pédagogique pour l'enseignant. Il y a 3 piliers, connaître, vivre et transmettre la mer. L'école devient gestionnaire. Donc, en fait, une aire marine protégée, elle a 3 caractéristiques. Et ça, c'est un standard international. Il faut, pour être une aire marine protégée, avoir une délimitation. Il faut avoir un organe de gouvernance. En France, l'outil parc marin, ça s'appelle un conseil de gestion. Ici, le classement en aire marine gérée du Code de l'environnement s'appelle aussi conseil de gestion. Et dans la classe, ça s'appelle conseil de la mer. Et il faut avoir, 3e chose, des orientations de gestion. Le pourquoi faire, qui ensuite va se décliner en un plan de gestion, en un plan d'action mis en œuvre par un gestionnaire, en face d'un budget, etc. Donc ça, c'est pour de vrai en institutionnel. Et pour de faux dans la classe, ils font quand même des choses. Et ils font ça au moins. Donc une délimitation, un conseil de la mer et des idées de gestion, des actions de gestion. Par exemple, l'état écologique dont parlait tout à l'heure Marie-Laure, sous le financement BEST. Elle parlait tout à l'heure de 4 écoles qui avaient la chance de recevoir un financement BEST qui passe par la FAPE. C'est pour faire les états écologiques de ces 4 écoles. Pour les autres écoles, on cherche d'autres
financement, on en trouvera. Et en fait, c'est très intéressant. Et c'est exactement ça qui se passe quand on crée une aire marine protégée. On a identifié un enjeu sous une menace ou une pression parce qu'on sait déjà l'existant en matière de ressources et de biodiversité. Eh bien, cet état écologique va permettre de faire, quand il est restitué en classe, faire sortir par les élèves des envies de faire quelque chose. Alors, eux, ils ne vont pas dire que c'est des orientations de gestion, mais une classe va être motivée par lutter contre la pollution, une autre par réensemencer du bénitier. Et c'est ça qu'on appelle une orientation de gestion. Donc, ils rentrent déjà dans ce processus, par l'action, dans ce processus de gestion. Ça, c'est en fait le cahier des charges, finalement, qui se traduit par un dossier à remplir pour l'école lorsqu'elle veut être labellisée aire marine éducative. Si vous voulez des renseignements précis, c'est Roland. Et comment ça se passe, le déploiement de ce label, qui est donc maintenant un label pays. Et il y a un comité de pilotage avec 3 ministères, tourisme, éducation et environnement. Il y a une commission de label qui examine les dossiers des candidats ou qui examine le renouvellement. Et il y a notre agence qui est en appui technique, tout simplement. Sauf que ça fait des petits, parce que c'est très séduisant. Aujourd'hui, les questions que se pose le pays avec la France, c'est de savoir est-ce qu'on protège ce label, non pas contre quelqu'un, mais pour pas galvauder ce concept et cette idée que je viens de vous expliquer depuis 5 minutes, et que ça ne devienne pas juste une école d'un pays du monde qui a entendu parler, qui dit oh ben moi, je vais à la plage, je compte les étoiles de mer, et donc, je suis donc une AME. On veut vraiment que si ça fait des petits à l'international, que ça reste vraiment une aire marine éducative avec ce concept-là et ce cahier des charges. Alors, comment c'est déployé dans cette carte que vous voyez dans les DOM ? Ségolène Royal a demandé au président Fritsch, en marge de la COP21 en 2015, de pouvoir utiliser ce concept pour le déployer en France, donc sur les façades maritimes et les DOM. Donc, le ministère de l'Environnement français a confié à l'agence, en France, le déploiement de ce réseau. Donc, eux, ils en sont à une 50aine. En Polynésie, le déploiement est raisonné. Il y a certains critères qui contraignent ce déploiement. Ce n'est pas pour empêcher, ce n'est pas pour garder, mais c'est parce qu'il est important d'avoir un accès, il est important que l'école soit motivée, il est important qu'on puisse trouver un financement pour l'état écologique, etc. Donc on fait beaucoup de choses, on va dans les écoles regarder ce qu'ils font, et puis on va aussi dans des congrès. On a emmené un groupe d'élèves de l'école de Hakaetao à Wapo, au Congrès mondial des aires marines protégées au Chili. Hey. Il y a des outils comme ce guide pédagogique pour l'enseignant, pour le cycle 3, pour les marquises, sur le patrimoine naturel. Là, on est en train de rassembler des financements européens, agences, DG2E, pour faire un guide pédagogique pour tous les archipels, patrimoine naturel et culturel, pour accompagner l'enseignant volontaire dans cette démarche de labellisation d'aire marine éducative. Alors, voilà. Donc là, 3 minutes pour la gouvernance. Alors, je vais aller très vite. Tada. International. Il existe des standards internationaux et c'est l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une ONG non gouvernementale qui propose des standards aux différentes nations, comme par exemple les catégories de classement, qui sont reproduites à l'identique en Polynésie, en fait. Vous avez peut-être entendu parler de l'agenda 2030 des Nations Unies pour les objectifs de développement durable, les ODD, et le numéro 14 est l'objectif lié à la mer. Voilà les catégories de l'UICN, je passe. Juste un mot encore sur la Convention pour la biodiversité. Donc la France est partie. La Polynésie, n'étant pas un pays onusien, n'est pas signataire, mais est intéressée à aller dans le sens, puisqu'elle a sa stratégie pour la biodiversité, la Polynésie. Et cette convention a un objectif, numéro 11, qui dit qu'en 2020, on devra avoir protégé 10%
si on est signataire, on devrait avoir protégé 10% de sa ZEE en aire protégée, en aire marine protégée. Quand c'est sorti, le président français était Nicolas Sarkozy et il a dit « Ah, nous, facile la France, 20%. » Donc, on a mis quelques années à l'atteindre. En 2016, avec les TAF, les terres australes antarctiques françaises, on a 22%. Vous vous rappelez, petit calcul mathématique à faire à vos élèves, vous vous rappelez qu'on fait moitié de la Polynésie, c'est la moitié de la ZEE. Or, la Polynésie est donc classée en aire marine gérée. Donc, si on rajoute 50% au chiffre français, on est à 72. Encore faut-il que l'AMG de Polynésie soit reconnue par l'UICN comme une aire protégée à standard international. Pour l'instant, c'est un arrêté en Conseil des ministres. Il y a un cadre national, je passe. Il y a un cadre régional, puisqu'on est quand même membre du Forum des îles du Pacifique et que les leaders des îles du Pacifique se rassemblent et ont des orientations pour leur... chacun, en ce qui concerne dans son pays souverain, revient avec ses stratégies nationales. Mais lorsqu'ils se regroupent, les leaders du Pacifique, ils ont un cadre qui s'appelle Pacific Oceanscape Framework et qui propose une gestion intégrée de l'océan Pacifique. Donc on est dans cette mouvance, la Polynésie. Ensuite, il y a des concepts que je ne peux pas développer. Il y a un projet régional qui s'appelle Rescue, qui est mis en œuvre en Calédonie aussi, à Fidji, à Vanuatu et donc ici, et qui s'intéresse à la gestion intégrée des zones côtières. C'est le concept GIZC. Et un des sites pilotes est au Gambier, où on a pu appuyer la rédaction d'un plan de gestion sans qu'il y ait classement autour des Gambiers. Donc avec cette notion de terre-mer dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis le cadre local, on a déjà un peu tout dit finalement, une approche intersectorielle, un cadre réglementaire avec le Code de l'environnement, des principes de précaution dans le Code de l'environnement en Polynésie, un conseil pour valider les décisions prises, et puis des études sur les coûts que représente cette gestion. Une petite note intéressante, c'est qu'on a le ministère de l'Environnement nous a confié une étude sur le coût de création et de gestion d'une aire marine protégée. Chouette, ça coûte très cher. Alors, le ministre de l'Environnement dit « Ah là là, comment je vais défendre mon budget au président Fritsch pour lui demander de créer des aires marines protégées ?» Oui, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de ressources humaines. Sur un parc comme à Mayotte, on compte 30 agents. Et l'Agence française pour la biodiversité crée des parcs marins et gère ces parcs marins. Alors là, 30 agents en dirène, en plus pour chaque aire marine protégée, ça ferait beaucoup. Enfin, ce serait chouette, mais je ne pense pas qu'ils ont les moyens. Donc on va faire une nouvelle étude en voyant combien ça coûte si on externalise les ressources humaines. Et puis on est allé plus loin, à force de nous dire « mais ça coûte cher ». Il existe maintenant des économistes qui travaillent sur les retombées économiques de la création d'aires marines protégées. En fait, c'est une source de richesse. C'est une création de richesse que de créer une aire marine protégée. Parce qu'il y a des retombées et parce qu'il y a des avantages économiques directs et indirects. Donc, il y a des économistes qui travaillent là-dessus et qui sont capables de dire « Oui, Président Fritsch, on va créer des AMP parce qu'on va devenir encore plus riche, ça ne va pas nous coûter, ça va être rentable. » Je passe sur la pêche exemplaire en Polynésie, qui est quand même protectionniste et qui est très bien surveillée. Et je finirai sur cette diapo où j'avais envie de rappeler un peu aujourd'hui tout ce qui était un peu identifié en matière d'orientation, de politique en Polynésie liée au monde marin. Donc le schéma d'aménagement général de la Polynésie qui est en cours de rédaction, un développement lié à la mer, un développement économique basé sur le tourisme et la mer, une ZEE qui est maintenant gérée sans la morceler grâce à l'aire marine gérée, un certain protectionnisme, la préservation volontaire des écosystèmes des espèces, le tourisme nautique avec la stratégie touristique, la relance de la perliculture, les chantiers navals, la formation maritime. Vous avez entendu parler d'une nouvelle formation. Coopération régionale, IFRECOR, je n'ai pas eu le temps d'en parler. On a un représentant local ici de l'IFRECOR qui est une initiative française pour les récifs coralliens qui émane d'une initiative internationale, l'ICRI. Après, j'avais fait un schéma qui rassemblait tout ce que j'ai dit, mais ça ne va peut-être pas vous le simplifier.
Merci Pascal. Elle n'a pas parlé des espaces naturels éducatifs, puisque c'est encore au stade embryonnaire. Mais en tous les cas, on essaye aujourd'hui de créer les zen, puisqu'on a créé les âmes. Maintenant, on essaie de créer les zen. Et on réfléchit avec donc toujours des associations sur l'exploitation de nos rivières. Donc, beaucoup d'écoles sont sont proches de rivières. Et on pense à élargir donc, le concept aire marine éducative aux espaces naturels éducatifs.